Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Dans sa BD Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme, Ibn el-Rabin nous raconte comment les êtres humains réagissent face à l'invasion de la Terre par des vaisseaux aliens. Et bien au sein de cette histoire, il y a un personnage qui dessine des BD. Et alors que tous les autres personnages paniquent et se posent des questions sur leurs envahisseurs, lui il se pose des questions à propos de la bande dessinée. Il veut imprimer et distribuer un fanzine ou Grajdu, qui est un fanzine qui parle de la place du dessin dans la bande dessinée. Bon, vu que c'est la fin du monde, vous vous doutez bien que tout le monde s'en branle de son magazine à la con. D'ailleurs, nous aussi, face au dérèglement climatique et à l'inaction des gouvernements, on devrait se poser d'autres questions que celles relatives à la bande dessinée. Mais bon, il reste 2-3 pas à faire avant de tomber dans le ravin, donc on a quand même le temps d'en discuter un peu tous ensemble. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Si vous suivez la chaîne, vous devez vous rappeler de la petite présentation que vous avez faite sur l'autre fin du monde d'Ibn, avec ses fameux dessins minimalistes à base de bonhomme bâton. Pour ceux qui sont arrivés récemment, je vous mets le lien de la vidéo en description, au même endroit que le lien vers notre page Tipeee, au hasard. Mais c'est super! Eh bien sachez que, comme en réalité la totalité des dessinateurs minimalistes, Ibn el-Rabin s'est bel et bien dessiné de manière disons un peu plus classique. Comme vous le voyez sur ces images, quand Ibn s'en donne la peine, les proportions de ses dessins sont bonnes, les images bien construites et la perspective est respectée. Ibn sait produire de jolis dessins dans les règles de l'art, et qui pourraient faire consensus. D'ailleurs, ses premières bandes dessinées étaient assez classiques dans leur forme, et pourtant depuis une vingtaine d'années, Ibn s'acharne à produire un dessin minimaliste, à base de bonhomme bâton. La question est donc pourquoi? Qu'est-ce que le minimalisme apporte à la bande dessinée? Ça, c'est une bonne question, ça. Attendez, je reçois un appel. Ah, Ibn, c'est toi? Comment ça, c'est pas toi qui as dessiné dans Miette? Comment ça, je raconte des bêtises? Oui, attends, je te mets sur haut-parleur, attends. Salut, moi c'est Pete, un ami du fils de Bulle. L'Obscur a envoyé le script de la vidéo à Ibn, et ce dernier lui a apporté quelques corrections à l'écrit. Pour vous en faire profiter, je vais jouer dans cette vidéo le rôle d'Ibn el-Rabin, donc quand vous entendrez ma voix dans cette vidéo, considérez que c'est Ibn qui parle. Alors, premièrement, il faut rappeler que le dessin des miettes est tenu par Frederick Peters, qui est très loin d'être un manche dans la discipline. Moi, mon dessin le plus virtuose est à des années-lumière du sien. Donc oui, je suis plus ou moins capable de dessiner de manière plus standard, mais n'ai en fait jamais trouvé une manière de représenter les êtres humains qui me convenait en dehors de ce truc des silhouettes. Pour répondre à la question de ce qu'amène le minimalisme, ainsi que ses limites, faudrait plusieurs pages, mais pour faire court, il permet avec la raréfaction des signes visuels de porter une attention plus soutenue sur les parties structurelles de la bande dessinée ou d'un récit, la manière d'utiliser la syntaxe propre à la BD, utilisation de bulles et ou de cases, ou autre unité temporelle un peu floue, la manière de rythmer le récit, utilisation des silences que Copy avait déjà intégrés dans les années 60, les relations interpersonnages à l'intérieur du récit, etc. Comme il n'y a pas de surplus visuel, on peut appuyer sur ces aspects de manière plus tangible. De plus, la neutralité, relative bien sûr, des représentations des personnages dans mon cas, permet à mon sens d'augmenter la charge émotionnelle de certaines scènes ou parties. On n'est pas embarrassé à la lecture par des détails, qui peuvent dévier de l'intensité de l'action représentée. Bon, c'est très mal dit, mais je suppose que tu vois ce que je raconte par là. Dans la BD dont vous parle aujourd'hui, il utilise un personnage auteur de BD qui n'a pas de nom mais qu'on va appeler Bob. Ce dernier se demande ce qu'est un dessin ressemblant. Sa femme s'en moque, elle a bien autre chose à penser avec les aliens qui risquent de débarquer à tout moment. Mais Bob insiste. Je ne parle pas de dessin réaliste. Je parle de ressemblance. C'est d'autant plus compliqué qu'en bande dessinée, on passe pas de 3 à 2 dimensions, mais de 4 à 2. Le temps doit être également pris en compte. Une case de BD n'est pas une photo, elle dure plus qu'un instantané. Du coup, faire ressemblant, c'est pas clair ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses dans ces quelques phrases. Déjà, il y a une distinction entre le dessin réaliste et le dessin ressemblant. Le dessin réaliste, c'est un dessin qui essaie de représenter au mieux les proportions et l'anatomie des personnages, tels qu'ils seraient dans le monde réel. C'est en général ce genre de dessin qui attire l'admiration des foules et qui fait dire d'une BD qu'elle est belle, avant qu'on dise d'elle qu'elle est bien, avant que l'on dise que c'est une bonne BD. Bon, vous devez l'avoir compris au fil de ces 2 années passées ensemble, c'est un cheval de bataille du fils de Bulle que de combattre cette idée étrange. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Ibn, lui, il nous parle de ressemblance et non de réalisme. Il nous parle d'un dessin qui ressemble à la réalité, qui lui est suffisamment similaire pour qu'on le comprenne. Par exemple, ce personnage-ci, Bob, il ne représente pas un être humain de façon réaliste, mais il ressemble à un être humain, suffisamment en tout cas pour qu'on comprenne qu'au sein de l'histoire, ce dessin représente un être humain qui s'appelle Bob. On est bien là sur 2 types de dessins totalement
différents, l'un essayant d'imiter le réel au maximum, l'autre de lui ressembler de façon suffisante. L'un colle à la réalité, l'autre la suggère seulement. Avec cette question, quel type de dessin entre le style minimaliste et le style réaliste ressemble le plus à la réalité? Mais au-delà de cette distinction, minimalisme-réalisme, Ibben s'interroge aussi sur la représentation du temps et de l'espace au sein des vignettes de bande dessinée, quel que soit leur style. Car une vignette de BD ne représente jamais un moment unique, elle est toujours la description d'une action plus ou moins longue qui s'étale dans le temps. Ainsi, une vignette représente toujours en 2 dimensions une situation qui, dans la réalité, existerait en 3 dimensions. Mais en plus, elle représente au sein d'une même vignette une scène qui, dans la réalité, durait bien plus de temps qu'elle n'en dure dans la vignette. La bande dessinée est donc une déformation de la réalité, à la fois anatomiquement et temporellement, à cause de la 2D qui n'est qu'une représentation schématique et faussée du monde. Dès lors, comment un dessin de BD peut-il ressembler à quelque chose qu'il déforme par nature? Pourquoi vouloir essayer d'imiter fidèlement quelque chose qui sera de toute façon déformé par l'art de la BD? Autant trouver un dessin qui serait mieux adapté aux contraintes du 9e art, non? Passer du réel au ressemblant. Ouais, mais comme le dit Bob, faire ressemblant, c'est pas clair ce que ça veut dire. En gros, toute cette partie interrogative, présentée sous forme assez ironique dans le bouquin, le personnage que tu appelles Bob étant certes sympathique, mais tout de même assez ridicule, vient du fait que je n'ai jamais vraiment compris pourquoi les romans photos me paraissaient aussi forcés et moins ressemblants que par exemple La femme assise de Copy, pour reprendre cet exemple. Il est clair que quand on lit une bande dessinée, on entre dans un certain pacte de lecture que nous donnent les premières cases, à savoir que l'on sait dans quel type de représentation on se trouve. Une fois ce pacte établi, il est très difficile pour moi de comprendre pourquoi certaines bandes dessinées me paraissent plus ressemblantes avec la réalité que d'autres. Ça n'a pas l'air de dépendre du degré de réalisme du dessin, vu que les photos sont un genre de summum. De plus, dans le bouquin, Bob ne parle que de dessin, mais c'est bien sûr l'accumulation de plusieurs facteurs qui déterminera cette impression de ressemblance. Malheureusement pour lui, Bob est mobilisé avant de pouvoir trouver la solution et il doit partir à la guerre contre les aliens. Ce qui l'ennuie, c'est que les photocopies de son fanzine ne sont pas bien sorties. L'encre bave un peu et tout, c'est dommage. Ah oui, Bob est complètement con. Ou non, disons plutôt que c'est un passionné qui ne pense qu'à la bande dessinée en permanence. Bon, les aliens débarquent et là, Ibben nous offre le second numéro de Grezuz, qui cette fois va d'abord nous montrer la photo du visage d'Ibben, puis un visage dessiné de manière réaliste, qui va finalement se simplifier petit à petit, puis revenir sur une photographie différente de la première. Comme si le dernier personnage, en bonhomme bâton, pouvait être interprété de différentes façons tant il est vague. Puisqu'il arrive après le visage d'Ibben, on a l'impression que ce bonhomme le représente lui, de façon simplifiée, alors qu'il pourrait tout aussi bien être la représentation de quelqu'un de tout à fait différent, comme le mec sur le dernier dessin. Ou alors ne représenter personne en réalité, et être un bonhomme autosuffisant, ressemblant à l'idée d'homme et non à un homme particulier. Le dessin minimalisme serait donc un genre de délire platonicien. Par respect pour l'éditeur Atrabile et pour Ibben, je vous laisserai découvrir le reste de la BD par vous-même, et je ne vous parlerai pas de la scène de fin, très méta, sur laquelle vous devriez méditer tout seul. D'ailleurs, je vous ai parlé que des scènes avec Bob, mais la BD a beaucoup d'autres choses à raconter. Ça fait 120 pages, donc ma vidéo est loin de l'épuiser. Et en plus, elle est très drôle. La BD, pas ma vidéo. Je vous mets un lien affilié si vous voulez aller découvrir l'œuvre et soutenir la chaîne. Tous ces questionnements et même certains dessins utilisés comme celui-ci font référence à un célèbre bouquin de théorie de la bande dessinée, peut-être le plus célèbre d'ailleurs, L'Art invisible de Scott McCloud, qui est souvent la porte d'entrée privilégiée de ceux qui s'intéressent à l'étude de la bande dessinée, étant donné que c'est à la fois un bouquin théorique et une bande dessinée, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Le bouquin de McCloud, je l'ai lu il y a longtemps. Il avait le grand mérite d'être le premier à être fait directement en bande dessinée et de révéler certains aspects auxquels je n'avais pas pensé. Mais il a eu le malheur d'être érigé en livre culte de la théorie de la BD, alors qu'à mon avis, comme tu le dis, c'est une bonne porte d'entrée, mais pas d'une énorme profondeur, et je ne suis pas d'accord avec tout. Enfin bon, je me rappelle plus très bien non plus, je suis peut-être injuste. Je sais que certains copains à moi détestent ce bouquin avec acharnement. McCloud, c'est la base, c'est un passage obligé. Le problème, c'est que la plupart des lecteurs se contentent de ce qu'il dit, et le prennent pour argent comptant. Ils ne vont pas plus loin, n'essayent pas de dépasser sa pensée. Ce qui a été longtemps mon cas aussi, donc pas de soucis, ça se soigne. BDmancy a fait aussi une très bonne vidéo pour remettre en cause certains éléments théoriques de McCloud, que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser précisément, c'est de voir comment Scott va opérer sa distinction réalisme-minimalisme et les conséquences qu'il va en tirer. Nous sommes dans le chapitre 2 de L'Art invisible, chapitre relatif au vocabulaire de la bande dessinée. Selon Scott, le style de dessin utilisé par un auteur révèle ses conceptions profondes sur son art. Ceux qui produisent des bandes dessinées réalistes sont sensibles à la beauté de la nature, ceux qui produisent des dessins picturaux sont sensibles à la beauté de l'art, et ceux qui produisent des dessins minimalistes ou abstraits sont sensibles à la beauté des idées. Ibben, abandonnant le réalisme pour le minimalisme, aurait donc changé de sensibilité, passant de l'amour de la nature à l'amour des concepts. Faudrait que je pense à lui demander un jour.
C'est quand même vachement simplifié cette catégorification. Ce mot existe-t-il? Et assez caricatural. Un contre-exemple qui ne vient pas de la BD, mais des mathématiques. Les éléments d'Euclide dans la version d'Olivier Byrne, qui sont des démonstrations mathématiques utilisant des descriptions picturales incroyablement esthétiques, en tout cas pour moi, et qui permettent dans une certaine mesure de mieux aborder certaines de ces démonstrations. Dans mon cas, j'adore les idées théoriques sur la bande dessinée. Mais j'aime bien aussi dessiner des décors assez réalistes. Du coup, ça me met où? Et where? On le met où? Et les auteurs de manga du style non-nomba, avec eux aussi leurs décors réalistes et personnages caricaturaux. Ceci dit, il y a effectivement une accointance entre amour des idées et minimalisme, mais elle n'est de loin pas absolue et universelle. Encore selon Scott, un dessin réaliste symbolise quelqu'un de tourné vers l'extérieur, et un dessin minimaliste, quelqu'un de tourné vers soi, et ce pour une raison simple. Lorsqu'on regarde les autres, on voit leur visage en entier, avec tous les détails qu'ils comportent, alors que lorsqu'on essaye d'avoir en tête notre propre visage, on le voit de façon schématique, tel qu'on imagine qu'il l'est. Or, un dessin réaliste est détaillé, alors qu'un dessin minimaliste est schématique. C'est QFD. Vous voyez pas le rapport? C'est normal, y en a pas. Poursuivons. Le graphisme du dessin animé est un vide qui attire notre personnalité, une coquille creuse que nous occupons pour voyager dans un autre univers. Selon Scott, plus le dessin est simple, plus nous pouvons nous y reconnaître. Bien sûr, il n'y a aucune preuve ni aucune source de ce qu'il avance. Il faudrait le croire sur parole sous prétexte qu'un dessin minimaliste est similaire à la perception qu'on a de nous-mêmes, et donc que notre représentation schématique de nous-mêmes, nous pouvons la transférer dans d'autres formes simples. Ce qui n'a, disons-le, aucun sens. Parce que quand je lis une BD, je me transfère pas moi-même dans le personnage principal. Je ne m'oublie pas moi-même pour me plonger dans une histoire dans laquelle je n'existe pas. Je ne passe pas à la première personne vivant ma vie par procuration. Si je ressens des émotions, ce n'est pas par identification à la figure picturale du personnage, mais à son écriture et à la manière dont l'histoire m'est racontée. Sans quoi j'aurais jamais ressenti quoi que ce soit en visionnant Get Out. J'ai pas besoin de me reconnaître picturalement dans un personnage pour l'apprécier ou pour suivre son histoire, ni même idéologiquement d'ailleurs. Quand j'ai regardé France de Bruno Dumont, je me suis attaché à France, alors que je suis ni une connasse, ni une femme. Scott poursuit en disant « Vous me donnez la vie en lisant ce livre et en remplissant cette icône simpliste. » C'est non. Scott, c'est ça et c'est tout. J'ai pas besoin de mettre de moi pour le remplir, tout comme j'ai pas besoin de remplir la gouttière pour comprendre la relation d'une case à l'autre. Je ne crée pas les séquences manquantes. Et dans Iben, ce personnage, je le lis comme il est. Je ne lui donne pas un autre visage que ça, ni le mien, ni celui d'un autre. Je m'attache à ce bonhomme bâton qui reste un bonhomme bâton. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de le corriger, de lui ajouter des éléments dans mon imagination. Je comprends ce qu'il est et j'ai pas besoin de plus que ça. Pour Scott, le dessin réaliste montre le monde tel qu'il nous est perceptible, et le dessin abstrait notre monde intérieur. Mais tout ça c'est faux. Dans les deux cas, les dessins ne sont que des fantasmes, des projections, des concepts, des schématisations du monde. La seule différence c'est qu'un dessin réaliste tend à imiter une nature tronquée, tandis qu'un dessin minimaliste cherche à aller à l'essentiel. Comme dit au-dessus, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, et je ne valide pas ses conclusions générales. Par contre, je lui reconnais d'avoir mis en lumière certaines tendances. Par contre, je pense qu'il se trompe. Comme tu le dis aussi sur le fait de faire vivre les personnages. On ne se met pas à leur place, on projette juste sur eux des émotions que l'on connaît déjà. Deux exemples, dont un complètement con qui proviennent d'un autre domaine. Je suis une brêle en course à pied. Par contre, voir un marathonien arriver seul sur le stade, épuisé, sur le point de remporter la course olympique, je trouve ça extrêmement émouvant. Durant la pandémie, des Anglais en mal de sport se sont mis à creuser des pistes dans le sable de certaines plages et faisaient des courses de billes. Ils les lâchaient en haut tous ensemble, les filmaient, faisaient des commentaires, puis mettaient ça sur YouTube. J'en ai regardé quelques-unes. À un moment, Dieu sait pourquoi, j'avais assez envie qu'une certaine bille gagne. Et ben, je me suis surpris à m'agacer légèrement quand elle s'est faite dépasser juste avant la fin d'une certaine course. Vous connaissez sûrement l'expression de Lena Situation, plus égale plus, qui signifie assez simplement que le positif attire le positif et donc qu'il faut toujours être heureux parce que comme ça on attire le bonheur. Ou une connerie comme ça. Eh bien, cette expression marketing est une déformation, sans doute involontaire, d'une citation souvent mal comprise dans l'histoire de l'art. Less is more. Autrement dit, moins c'est plus. Parfois traduite en moins c'est mieux. Avant de poursuivre cette dernière partie, je tenais à vous dire qu'il existe un très bon ouvrage qui parle de minimalisme par Christian Rosset et Jürgen Gerner. Vous savez, le mec dont on avait parlé dans notre vidéo sur Que répondre à Zemmour. Il s'agit de la docu-BD Le Minimalisme, publiée en 2016 au Lombard dans la collection La Petite BDthèque des Savoirs. Si le sujet vous intéresse, je vous la conseille. C'est une bonne introduction au sujet qui permet d'en avoir une vue d'ensemble. Nous, on va faire simplement une sorte d'introduction à l'introduction, et donc simplement développer un peu ce less is more. Cette formule a été utilisée pour la première fois dans le poème Le peintre infaillible de Robert Browning, en 1855, avant d'être reprise comme maxime par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe. Un truc comme ça, je parle pas allemand, je suis désolé. C'est peut-être pas allemand d'ailleurs. Ludwig nous propose une architecture minimaliste, détachée des ornementations,
des petites dorures, des moulures, etc. Bref, de tout ce qui est là pour décorer, de ce qui est là en plus de l'essentiel. Ce qu'il veut, c'est libérer l'espace, en ne gardant que l'utile et la beauté réelle des matériaux bruts. L'assismore, en gros, c'est le refus de l'ornement. L'art ne se trouve donc pas dans les fioritures, mais dans ce qu'il a de plus simple. Pour faire un parallèle avec la bande dessinée, l'art de la BD ce n'est pas le dessin académique. Vouloir tracer des lignes parfaites, réalistes, collant à la réalité, avec tous les petits détails des muscles, des visages, etc. Ça, c'est passer du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles à la bande dessinée. Parce que, rappelons-le, la bande dessinée c'est un art de composition, et non un art de pur dessin. Tous ces détails empêchent d'avoir un accès pur à ce qui nous est raconté. On se focalise sur la forme, sur la beauté d'une partie de l'œuvre, au lieu de voir ce qu'elle a d'essentiel. Dans son livre de l'ambiguïté en architecture, Robert Venturi, un autre architecte, répondra que non. More is not less, less is bore. Plus ce n'est pas moins, moins est ennuyeux. Pour lui, il faut au contraire être exubérant, tout exagérer, tout faire exploser. Faire beaucoup afin de faire naître de la vie à travers le chaos. Cette petite guéguerre d'architectes fait écho à la bande dessinée, car il y a de nombreux artistes qui essayent de prouver la force de leur dessin et de démontrer que c'est le réalisme de leur dessin qui permet de donner vie à leur bande dessinée. Il y a ici deux visions qui s'opposent, deux visions artistiques fondamentales. Certains d'entre vous partagent sans doute plus le point de vue de Venturi, peut-être plus de Ludwig. C'est quelque chose que je peux comprendre. On ne cherche pas la même chose dans l'art et même dans la bande dessinée. Pour moi, le minimalisme est un appel à la liberté. Détaché des dogmes, et ces dessins m'évoquent plus de choses que ces dessins-là. Mais je peux comprendre aussi que le réalisme puisse être un appel à la vie, une explosion d'essence qui peut parler à certains d'entre vous. Quel style de dessin est alors le plus ressemblant au sein d'une bande dessinée ? Je pense qu'au fond, c'est une non-question. J'interromps ici pour dire que je suis complètement d'accord, mais c'est une non-question qui permet des interrogations intéressantes, ce que mon personnage de Bob tente un peu maladroitement dans mon bouquin. Ce qui compte, c'est quel style de dessin vous parle le plus. Quel style de dessin vous évoque le plus de ressemblance, vous crée le plus d'émotions. Car comme le dit Hume, la beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple. Et comme le dit Erik Satie, il n'y a pas de vérité en art. Ce qui compte, c'est ce que l'art vous apporte. Finalement, c'est sans doute Frank Lloyd qui a raison. Quand il répondra avec humour, « Less is only more, where more is no good ». Je parle aussi bien anglais que nos présidents de la République. Autrement dit, il est bon de simplifier quand le détail appauvrit l'image. Mais comme le notent les auteurs, ceux qui relient ces architectes, c'est qu'il ne s'agit pas d'être grand, mais d'être bon, c'est-à-dire juste, voire exact. C'est pareil en bande dessinée, ce qui compte, c'est pas de savoir si un dessin est ressemblant, c'est de savoir s'il est juste, c'est-à-dire si ce qu'il représente est bien compris. Parfois, pour être juste, il faut simplifier, parfois il faut complexifier. Tout est toujours une question de contexte, et oui, je sais que c'est décevant. Mais un bon dessin, c'est un dessin juste. C'est le dessin qui s'adapte le mieux à ce qu'on veut raconter. La Pinot et les carottes de Patagonie, en dessin réaliste, ça serait beaucoup trop laborieux. Il faut que ça aille vite, qu'on passe d'une case à l'autre. Black Sad dans Bonhomme Bâton perdrait 90% de ce qui fait le charme de la série. Les expressions de visage fixe, le côté statique des vieux films, l'ambiance. Y a pas de style de dessin meilleur qu'un autre. Il y a des styles de dessin mieux adaptés à certaines formes de narration que d'autres. Ce qui compte, c'est la justesse. Même si, quand même, le minimalisme, c'est mieux. C'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Eben d'avoir pris son temps pour relire et apporter des précisions à mon script. Foncez lire Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme, lien en description, c'est super chouette. Laissez un commentaire pour dire si vous êtes de la team minimaliste ou de la team réaliste, apportez-moi votre point de vue. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit abonnement, donnez sur Tipeee et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.